Bonjour et bon réveil, merci d'avoir choisi le Morning pour vous informer ce matin. Voici les titres à la une de l'actualité. C'est au pas de charge et presque comme un chef d'État que Nicolas Sarkozy clôt ce mardi une visite en Israël alors qu'est venu faire l'ancien président. Décryptage dans un instant. Il voulait balafrer la France. 15 membres de Força Analisa, les cavaliers de la fierté, comparaissent depuis hier et pour 2 semaines à Paris. On tente de comprendre ce matin qui sont ces islamistes rigoristes et haineux. Et puis c'était il y a 1 an exactement que le monde découvrait les drapeaux noirs et ces hommes armés jusqu'aux dents à bord de 4x4 le 9 juin 2014. Les combattants de l'État islamique déferlaient sur un tiers du territoire irakien. 1 an après cette offensive massive, eh bien, les clés de Bagdad et de Damas sont presque entre leurs mains. Et puis pour finir, une question, les vélos électriques sont-ils dangereux? La police israélienne tente de faire face à des accidents en cascade et propose d'instaurer le permis de conduire à ces jeunes qui roulent à toute vitesse. Bienvenue à tous. C'est donc comme un chef d'État que Nicolas Sarkozy clôt aujourd'hui une visite en Israël. L'ancien président s'est entretenu avec Mahmoud Abbas à Ramallah après avoir rencontré Binyamin Netanyahou et Shimon Peres. Au passage, il a également fustigé Laurent Fabius et la politique étrangère du PS, Elsa Mourgue. Journée marathon pour Nicolas Sarkozy. L'ancien président de la République est en visite express en Israël. 24 heures où se mêlent politique et économie. Après une rencontre avec l'ancien président de l'État d'Israël, Shimon Peres, direction la résidence du Premier ministre où l'attend Benyamin Netanyahou. Au programme, une rencontre avec plusieurs entrepreneurs français installés en Israël. Mais la politique n'est jamais très loin, alors que Stéphane Richard, le PDG d'Orange, va se rendre en Israël pour, dit-il, réaffirmer l'engagement du groupe après ses propos prononcés au Caire. Nicolas Sarkozy se dit totalement opposé à n'importe quelle forme de boycott. Le boycott d'Israël est inadmissible. Je ne dis pas qu'il y avait une volonté de boycott de la part de cette entreprise. Mais je dis que ce n'est pas comme ça qu'on fera la paix. Également évoqué le processus de paix au Proche-Orient. Nicolas Sarkozy s'est montré légèrement critique envers le gouvernement français et son initiative qui doit être présentée à l'ONU avant septembre. Il me semble toujours curieux lorsqu'on prend des initiatives sans demander le soutien, l'avis des gens qui sont concernés. Ça me paraît dangereux. Parce que qui peut imaginer qu'on pourra contraindre Israéliens et Palestiniens à faire la paix sans eux? Direction ensuite la résidence présidentielle où un entretien avec le chef de l'État, Reuven Rivlin, a été programmé, puis Ramallah, où il a rencontré le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Pas de déclaration choc de la part de l'ancien président. Cette visite, très bien ficelée, a réussi le coup de force d'éviter les polémiques. Emmanuel Avon, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de relations internationales. Alors Nicolas Sarkozy a répété cette fois 11 ans plus tard une visite qui lui avait valu de gagner beaucoup de points avant sa première élection. Cette fois, il espère quoi de cette visite ? Je pense que d'abord, il vient de reconstituer son nouveau parti, les Républicains. Il a fait une rencontre de son parti en Israël hier soir. Je pense qu'il comprend d'une part l'importance relative, en tout cas de l'électorat francophone en Israël, qui avait voté massivement pour lui aussi bien en 2007 qu'en 2012. Et puis, dans le cadre de sa campagne qu'il prévoit pour 2017, il essaie également de rappeler sa présence internationale d'ancien chef d'État, d'où sa visite. Israël, précisément, serait-il un tremplin meilleur qu'un autre pour cette présidentielle de 2017 ? Vous savez, pour une raison qui reste assez mystérieuse, le dossier israélo-palestinien attire beaucoup d'hommes d'État et de diplomates, bien que ce soit finalement une trappe pour beaucoup. Mais c'est une façon, je dirais, assez facile de venir se faire photographier, de venir parler de grands sujets, de venir parler du Proche-Orient, de la paix, etc., plus que d'autres sujets dans le monde, bien qu'il y ait plein de dossiers dans le monde qui soient problématiques, mais celui-là attire beaucoup plus les hommes d'État. Alors d'un point de vue israélien, Nicolas Sarkozy, on l'a vu, a été reçu comme un chef d'État, comme le président français. Ce n'est pas un pari politique un peu risqué pour Israël? D'abord, c'est un ancien chef d'État, donc le protocole exige effectivement qu'on le reçoive comme ancien chef d'État, donc il a rencontré effectivement le président, le Premier ministre, et je pense que les gens savent aussi qu'il se
se place pour les prochaines élections en France, que ses chances sont assez bonnes. Cela ne signifie pas, bien entendu, que le gouvernement israélien prend position face à François Hollande ou à un éventuel autre candidat du Parti socialiste. Je pense que c'est lui qui a pris l'initiative de venir en Israël, de s'adresser également à la conférence d'Herzliya. C'est normal de le recevoir avec tous les égards qu'on doit à un ancien chef d'État. Alors parlons de diplomatie, justement. Nicolas Sarkozy a fait une déclaration phare en jugeant dangereux le projet de résolution française à l'ONU, le projet de Laurent Fabius, de l'exécutif PS. Il se démarque ainsi du Parti socialiste. Est-ce qu'il est effectivement considéré en Israël comme un meilleur ami que François Hollande ? Je ne pense pas. Je pense que aussi bien François Hollande que Nicolas Sarkozy ont des positions, des déclarations assez similaires sur Israël et le Proche-Orient, sur la question de l'antisémitisme. Aussi bien le discours de Sarkozy lorsqu'il était président à la Knesset que celui de François Hollande sur le contenu étaient très similaires. Sarkozy se démarque effectivement de l'actuel gouvernement français, pas uniquement sur ce sujet, sur tous les sujets, il se démarque du gouvernement français, donc il n'y a là rien de particulier. Mais je pense qu'effectivement, le fait qu'il se démarque d'une initiative qui est une initiative française a une signification importante. La question est de savoir maintenant s'il est réélu et lorsqu'il était président, est-ce qu'effectivement il sera prêt à mettre de la pression également sur les Palestiniens, chose qu'il n'avait pas faite quand il était président. En particulier, par exemple, chose que ne fait pas non plus aujourd'hui Laurent Fabius, d'exiger des Palestiniens d'abandonner ce soi-disant droit au retour, qui est un des principaux obstacles à tout accord avec Israël ces 20 dernières années. Là-dessus, on ne l'a pas entendu. Donc ça n'est pas suffisant de se démarquer de l'initiative de Laurent Fabius. Il faut également savoir, est-ce que Sarkozy demain, s'il est réélu, cette fois-ci mettra les Palestiniens devant leurs responsabilités sur la question du droit au retour. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy a eu à traiter avec du sujet piège. Vous l'avez dit, cette nouvelle vague d'émigration des Juifs de France vers Israël cette année, plus importante que les autres. Et puis, le fameux dossier Orange. Nicolas Sarkozy a condamné le boycott. Est-ce qu'il a réussi à éviter ces pièges ? D'abord, comme il a dit lui-même, on ne sait toujours pas jusqu'à aujourd'hui si la déclaration du PDG d'Orange était une forme de boycott. Alors, on a vu également comment il est revenu en arrière, il a compris qu'il avait fait une erreur, mais je crois que d'une manière générale, Sarkozy l'a dit, il l'a compris, boycotter Israël, c'est une aberration. Israël, c'est la pointe de la technologie, de la recherche. C'est complètement aberrant de boycotter un pays qui est à la pointe de la technologie, qui est la seule démocratie de cette région. Il y a un conflit. Comme il l'a dit lui-même, il y a deux parties dans ce conflit. On ne peut pas résoudre des conflits par des boycotts. Merci beaucoup, Emmanuel Navon. Allez, je vous le disais en titre, il voulait balafrer la France. 15 membres de Forsan Aliza, les cavaliers de la fierté, comparaissent depuis hier et pour 2 semaines à Paris. On tente de comprendre ce matin qui sont ces islamistes rigoristes, regroupés autour d'un émir autoproclamé. Reportage, et on en parle juste après avec vous, Rudy. Lutte contre l'islamophobie et rigorisme religieux ou risque réel d'attaque islamiste. Le procès du groupe Forsan Aliza, les cavaliers de la fierté, s'est ouvert ce lundi à Paris. Ils sont 15 à comparaître jusqu'au 23 juin et doivent répondre de participation à un groupe formé en vue de la préparation d'actes terroristes. Au centre du dossier, Mohamed Amchalan, 37 ans, chef de Forsan Aliza, a fondé le site du même nom officiellement pour lutter contre l'islamophobie. Mais la virulence de certains propos le conduira lui-même devant le tribunal en 2011 pour provocation à la discrimination raciale ou religieuse. De son côté, la défense dénonce l'absence de démonstration tangible de projets terroristes. Maintenant, il y a les paroles, il y a les actes, il y a des mots malheureux sans doute, il y a un radicalisme religieux effectivement, mais moi j'attends la preuve d'une préparation d'un acte terroriste. En l'espèce, on me dit que ce groupement voulait enlever un juge. Je ne trouve rien qui confine à cette conclusion-là. Le groupe organise des manifestations et s'invite avec fracas dans les prières de rue de la capitale. Début mars 2012, une enquête est ouverte et les membres du groupe suivis de près par les services de renseignement. Des enquêteurs évoquent au fil de l'instruction un projet d'enlèvement d'un magistrat à Lyon. Certains voulaient s'en prendre à des épiceries cachères et à ce qu'ils appellent des ennemis de l'islam, comme Fabrice Robert, chef du parti Bloc Identitaire. La perspective de passer à l'action était non seulement prouvé dans le dossier, mais était clairement assumé par un certain nombre de responsables qui assumaient parfaitement les attentats qui avaient eu lieu dans le passé contre les tentatives contre Charlie Hebdo ou dans l'affaire des caricatures, notamment contre Theo Van Gogh
en Hollande. C'est bien toute la difficulté de ce procès, de la liste de commerces juifs à l'évocation d'un attentat contre Libération, en passant par l'élimination de responsables d'extrême droite et l'enlèvement d'un juge. Aucun de ces projets n'a donné lieu à un commencement d'exécution. Ce sera donc à la justice de trancher. Les prévenus risquent jusqu'à 10 ans de prison. Alors, il est effectivement la grande question de ce dossier. Force Analysa n'est jamais passé à l'acte. Alors, s'agit-il de terroristes ou de provocateurs totalement illuminés? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que Force Analysa, c'est à la base le délire mégalo de celui qui s'est autoproclamé émir Mohamed Hachamlan. Alors c'est lui qui en 2010 crée un site internet qui a officiellement pour mission de lutter contre l'islamophobie et qui en fait prône un islam rigoriste, voire radical, allant jusqu'à faire l'apologie du terrorisme et d'actes terroristes comme ceux de Mohamed Merah. Alors lors de l'instruction, Mohamed Hachamlan a tenté de minimiser le sérieux de ses troupes. Il les appelle les bras cassés, comprenez, des jeunes finalement sans repère et assez inoffensifs selon lui, et sa ligne de défense est claire. Les chats et les forums sur lesquels le groupe discutait étaient finalement des défouloirs. On y parlait, je cite, à la rigolade. Donc c'est un angle d'attaque de la défense, celui tout simplement de la liberté d'expression. Je vous propose d'écouter maître Isabelle Coutempère, c'est l'avocate de l'un des prévenus. Et il est tout aussi scandaleux que ce procès ait lieu, parce que nous sommes dans le domaine d'interprétation, de violation de la présomption d'innocence bien sûr, et d'interprétation des opinions. Je rappelle que même quand on est musulman, on a le droit d'avoir une liberté d'opinion. La présidente a lu des titres d'articles qui étaient sur le site internet de Force Analysa. Ce sont des articles courants correspondant à l'état de l'opinion publique, c'est-à-dire le chômage, les discriminations, etc. Donc cette première journée confirme que c'est un procès de propagande contre la liberté d'opinion. Cela dit, durant l'enquête, des armes et des listes de cibles ont été retrouvées chez ces fameux prévenus. Oui, et c'est bien là la difficulté de ce procès. Alors effectivement, on a retrouvé chez le fameux émir des armes, on a trouvé des projets d'attentats prouvés au cocktail Molotov contre le journal de Libération, par exemple. On a effectivement prouvé aussi qu'il y avait un projet d'enlèvement d'un juge. Et puis il y a eu un document qui s'appelle cible.txt où il y avait listé plusieurs commerces juifs comme les enseignes hyper cachères. Mais aucun de ces projets n'a été mené à bien et même aucune action n'a été menée pour arriver à leur but. En clair, la justice va devoir faire le tri entre les délires islamistes d'un mégalomane et un véritable groupe terroriste. La question qui se pose, c'est que serait devenu ce groupe s'il n'avait pas été arrêté par les forces de l'ordre en 2012. Arrêté et démantelé. Merci beaucoup, Rudy. Et à noter dans ce contexte, cet important coup de filet antiterroriste de la police en Belgique. Une quinzaine d'arrestations dans les milieux djihadistes tchétchènes. Cette fois, écoutez le procureur. Dans le premier cas, c'est un problème de filière djihadiste. Ça veut dire que dans ce dossier, une personne est revenue de Syrie. Elle était blessée, elle est revenue en Belgique pour se faire soigner. Nous avons eu des informations relativement à cette personne et une enquête a démarré. Et on s'est rendu compte qu'on avait affaire à une structure organisée qui visait à encourager des personnes à se déplacer en Syrie pour aller y combattre. Dans le deuxième dossier, celui de Malines-Louvain, cela concerne la préparation d'un attentat, c'est-à-dire un groupement de personnes qui nourrissaient un projet, le cas échéant, qui aurait pu se développer lorsque le dispositif actuellement en vigueur en Belgique pour garantir la sécurité aurait été levé. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ces opérations de manière coordonnée ? Parce qu'elles concernent un même milieu tchétchène et que l'on s'est rendu compte que les deux groupes de personnes concernées avaient des liens entre elles et que donc il fallait procéder de manière simultanée afin de ne pas porter préjudice lorsqu'on intervenait d'un côté à ce qui se passait de l'autre côté. Et en France, 5 mois après les attentats de janvier, eh bien, les familles des victimes attendent toujours d'être indemnisées. Il s'agit également des blessés et des témoins de ces journées sanglantes qui souffrent, ces témoins, de séquelles psychologiques. Alors près de 250 dossiers sont toujours en attente. L'enveloppe nécessaire est estimée, elle, entre 10 et 20 millions d'euros. Et certaines familles envisagent désormais de se tourner vers les tribunaux. Et puis, les comptes ne sont toujours
toujours pas soldés non plus pour les précédents épisodes terroristes. Eva Sandler, la veuve de Jonathan Sandler assassiné avec ses 2 petits garçons par Mohamed Merah dans l'école juive de Toulouse, n'a toujours rien touché non plus. Son avocat était hier au micro de Jean-Charles Banou. Je vous propose de l'écouter. Alors nous en sommes au stade des négociations avec le fonds de garantie des victimes d'infractions et d'actes de terrorisme. Il s'agit de parvenir à une indemnisation raisonnable. Et nous voulons donner à cette question d'indemnisation toute sa dimension humaine. Et puis cette femme qui se retrouve seule, privée de son mari, est-ce que c'est décent de discuter le principe même du préjudice économique? Maintenant, lorsque l'on prétend qu'aucune indemnité n'a été versée, c'est inexact. Mais nous sommes très loin de l'indemnisation digne, simplement digne. Et pour les parents montsonégaux qui voient leur fille tuée sur les yeux, sous leurs yeux, et qui, parce que c'est leur raison d'être, ils ont tout donné pour cela, continuent de diriger, d'enseigner cette école, marchent tous les jours, sur le pavé de la cour où s'est écoulé le sang de leur enfant. Est-ce qu'on sent pas immédiatement qu'il y a là une dimension particulière, spécifique ? En bref, sachez que plus de 80 migrants ont été délogés hier par les forces de l'ordre à Paris, dans le 18e arrondissement. Alors selon le préfet de police, ils ont été évacués et emmenés au commissariat pour savoir s'ils souhaitaient solliciter l'asile. Une évacuation qui intervient une semaine après celle d'un autre campement dans ce même arrondissement de Paris. Et on reste justement dans la capitale avec cette mini-révolution. L'application de transport avec chauffeur Uber continue de chambouler le paysage urbain. De nouvelles villes sont désormais ciblées. Alors qu'à Paris, l'autorité de la concurrence a donné son accord à la création d'un forfait taxi-aéroport pour éviter une guerre des prix. Léa Volbert. À partir de ce lundi, l'application Uber s'étend à Marseille, Nantes et Strasbourg. 100 000 utilisateurs potentiels à Marseille, 12 000 à Nantes, 8 000 à Strasbourg. Les taxis et chauffeurs s'indignent et dénoncent un travail dissimulé. Peu après l'annonce de l'expansion d'Uber, plus d'une centaine de chauffeurs de taxi ont pénétré dans des hôtels de Nantes et de Marseille où la société avait prévu d'organiser des opérations de recrutement. Le but, c'est surtout que le préfet vienne les empêcher de recruter, parce que c'est encore une fois illégal ce qu'ils font. La loi Thévenoud du 1er octobre s'est prononcée, ce travail est interdit. Le leader mondial des voitures de transport avec chauffeur, les VTC, a décidé de capitaliser sur son service à prix cassé Uber Pop. Le principe, mettre en relation des particuliers via l'application Uber afin de partager une même course. Uber Pop, c'est encore pire que le Uber normal. C'est-à-dire que monsieur tout le monde, quand il a fini son travail, il prend sa voiture personnelle, d'accord ? Il a son téléphone avec son application, et il ramasse les gens dans la rue, il emmène les gens au restaurant, chez eux, à l'aéroport, à la gare, en boîte de nuit. Donc il fait quoi? Il fait du taxi, on est d'accord? Du taxi clandestin légalisé. Le service Uber Pop a valu à Uber une condamnation à une amende de 100 000 € par le tribunal correctionnel de Paris fin 2014. La société a fait appel. Le préfet du Nord l'a finalement interdit à la fin du mois de mai pour concurrence déloyale envers les taxis. Une fraude à la fois fiscale et sociale. Vous avez affaire à des gens qui recrutent des gens, des imposteurs, qui profitent de la misère des gens, qui débarquent dans des villes où il y a un besoin d'emploi, mais en leur faisant miroiter qu'ils allaient réussir à gagner leur vie, alors que c'est totalement faux. C'est-à-dire là, on est dans un partage de misère. Pourtant, Uber ne semble pas s'inquiéter du mécontentement des taxis et des chauffeurs. En France, la société de VTC revendique plus d'1 million d'utilisateurs réguliers pour son application, dont 400 000 qui recourent à Uber Pop. Et on ouvre une page santé d'abord avec cette alerte au coronavirus en Corée du Sud. Le gouvernement a révélé que le nombre de contaminations avait bondi pour atteindre le nombre total de 87 cas ces derniers jours. Parmi eux, 6 morts. Et à Séoul, la vie s'est ralentie. Beaucoup de Coréens évitent tous les lieux publics et dans les pharmacies, les stocks de désinfectants pour les mains ont été dévalisés. Ariane Ménage. L'inquiétude monte en Corée du Sud. Ce week-end, le gouvernement a annoncé les derniers chiffres de la contamination. Une 6e personne est morte et un peu plus de 80 ont été contaminés. Près de 1900 écoles ont fermé leurs portes pour éviter toute propagation.
Celles qui restent ouvertes prennent la température de tous les enfants avant de les faire rentrer. Même scénario dans les aéroports à l'arrivée des touristes. Je pensais vraiment que ce genre d'événement n'arrivait qu'en dehors de la Corée. L'épidémie se propage ici, peut-être parce que la Corée du Sud est un petit pays et que ça se propage trop rapidement. Je continue de penser que la première réponse du gouvernement à l'épidémie a été très malmenée. Le gouvernement a été accusé d'avoir répondu trop tard aux premiers indices de contamination. Pourtant, le Premier ministre assure qu'il peut contrôler la situation. L'épidémie se propagerait pour l'instant uniquement à l'intérieur des hôpitaux. Environ 3000 personnes ont été placées en quarantaine. Elles sont régulièrement contrôlées par téléphone portable. En tout, les infections sont présentes dans 24 hôpitaux. Nous pouvons bien sûr contrôler le virus, car les personnes contaminées dans notre pays sont dans des hôpitaux et ils ne disséminent pas le virus dans la communauté. Les premiers symptômes d'une contamination sont la fièvre, de fortes toux ainsi que des difficultés respiratoires. Il n'existe pour l'instant aucun vaccin qui permettrait de stopper la contamination. En France, la promotion publicitaire de l'alcool revient sur le devant de la scène. Un amendement à la loi Évin est en train d'être amorcé par le Sénat, au point que Claude Évin, ancien ministre de la Santé et rédacteur de la loi éponyme, lance une alerte. Betsabé. Voilà, un amendement à la loi Macron, signé du sénateur républicain de la Gironde et accessoirement vigneron. Gérard César, c'est son nom, qui établit une distinction en fait entre l'information et la publicité sur l'alcool, qui va d'ailleurs sans surprise dans le sens des lobbies de l'alcool. Alors il suffirait qu'une annonce ne soit pas considérée comme une pub mais plutôt comme une information, et bien pour qu'elle ne soit pas sous le coup des limitations. Vous pouvez appeler ça une sorte de libéralisation des pubs pour l'alcool. Alors Claude Évin, ancien ministre de la Santé et auteur de la loi du même nom de 1991 déjà, eh bien s'inquiète. Et oui, on rappelle que la loi Évin encadre la publicité pour le vin, pour les spiritueux, de façon stricte, avec l'interdiction de ces publicités à la télé, au cinéma, à la radio, le mercredi, de 17h à minuit, et sur les sites internet destinés aux jeunes, avec aussi cette fameuse mention sur les bouteilles d'alcool. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà, il n'est pas le seul à s'inquiéter. Non, alors vous avez pas mal d'associations aussi qui crient à la fin qui dénoncent cette atteinte à la loi Évin. L'Assemblée aussi, en changeant cette loi, viserait à lever toute contrainte sur la publicité sur les alcools. Alors la ministre de la Santé, elle aussi, Marisol Touraine, a réagi. Elle a appelé à ne pas changer la loi Macron. Alors qu'est-ce qu'on craint ? Eh bien, une consommation d'alcool encouragée, alors que la boisson fait déjà beaucoup trop de dégâts. Or, eh bien, l'alcool, c'est justement la deuxième cause de mortalité en France. Et puis l'alcool touche de plus en plus de jeunes buveurs, avec même des phénomènes dont on a parlé sur ce plateau, le binge drinking, qui consiste à boire beaucoup et très très vite, sans compter eh bien, les dérivés de l'alcool dont on ne parle pas forcément beaucoup. Vous avez par exemple en 2013 un rapport de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie. Eh bien, résultat, un quart des actes de maltraitance sur enfants sont dus à l'alcool, 30% des viols et des agressions sexuelles, 40% des violences conjugales. Il n'en reste pas moins que cet amendement à la loi Macron est soutenu par le monde du vin. Il servirait, je cite, à informer sur le vin et l'activité des régions productrices. D'ailleurs, selon les défenseurs de l'amendement, eh bien, la loi Évin n'a pas permis de lutter contre l'alcoolisme, au vu de ces chiffres, justement. Merci Betsabé. On tente de comprendre. Il y a réellement de quoi s'inquiéter avec vous. Nicolas Bonnet, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes pharmacien spécialisé en santé publique et addictologie, directeur du RESPAD, réseau des établissements de santé pour la prévention des addictions. Voilà, j'y suis arrivée. Est-ce que la publicité pour l'alcool encourage vraiment les jeunes à boire ? La publicité pour l'alcool encourage la population à boire, bien évidemment. Elle encourage plus spécifiquement les jeunes à consommer des produits que vous avez rappelés, qui sont notamment des nouveaux produits alcoolisés, que sont les prémix ou les bières fortement dosées en alcool. Et d'ailleurs, les alcooliers ne se sont pas trompés, puisque grâce à déjà différentes campagnes de communication récentes, on a assisté à une augmentation des ventes de ces produits de à peu près 50% en quelques mois. Alors, est-ce que la loi Évin, justement, a eu un impact positif ? Parce que la consommation d'alcool continue de progresser. Alors,
La consommation d'alcool en France depuis les années 70 a fortement diminué. En alcool pur, on a une forte diminution de la consommation d'alcool. Par contre, on a une modification de la façon dont cet alcool est consommé. C'est fini l'alcool, le vin à table de façon ultra régulière, pluriquotidienne. On en est sorti maintenant. Par contre, on a de nouveaux modes de consommation qui sont plus basés sur une recherche de l'ivresse aiguë sur un temps très court, ce qu'on appelle souvent un peu trop abusivement le binge drinking. En tout cas, voilà, ces nouveaux modes de consommation existent de plus en plus. En fait, on a baissé en quantité, mais on a modifié la qualité dont on boit l'alcool. Est-ce que la loi E20 a fonctionné? Oui, la loi E20 a fonctionné, mais elle a surtout limité, elle a permis de limiter les excès de la consommation d'alcool. Donc on se rappelle juste en France, on a 10 à 12 millions de personnes qui sont en difficulté avec l'alcool. Merci beaucoup, Nicolas Bonnet, pour ces informations. Voilà qui est clair. Oscar Pistorius, bientôt libéré de prison. L'athlète paralympique sud-africain purgera la fin de sa peine en liberté surveillée. Condamné à 5 ans de détention pour avoir tué sa petite amie en 2013, il quittera la prison, donc d'ici quelques semaines, au mois d'août, avant la réexamination de son procès en appel. Océane Nicole. Il avait été condamné le 21 octobre dernier pour le meurtre de sa petite amie. Oscar Pistorius sortira finalement de prison le 21 août prochain. C'est la commission des libertés anticipées sous contrôle judiciaire qui a approuvé le placement de l'athlète paralympique en liberté surveillée. C'est ce qu'explique un avocat blogueur sur le procès Pistorius. Le juge peut décider qu'une partie de la détention ait lieu en liberté surveillée, donc il ne sera pas libéré le 21 août. C'est juste que sa peine sera transformée en résidence surveillée jusqu'à ce qu'il obtienne la liberté conditionnelle. Cela fait partie de nos procédures. La Cour peut condamner à la liberté surveillée, à la prison ou à une combinaison des deux. Dans ce cas, c'est une combinaison des deux. Pistorius ne sera donc pas libéré pour autant, il devra rester à son domicile avec seulement 1 heure de liberté par jour. Ce temps quotidien augmentera éventuellement en fonction de son bon comportement. Le Sud-Africain aura passé 10 mois en prison, soit le temps minimum imposé. En attendant, Oscar Pistorius restera sous le régime de la liberté surveillée, une décision qui soulève la colère de la famille de la victime. Le procès sera examiné en appel en novembre prochain avec le risque d'un verdict plus lourd. À suivre, c'était il y a 1 an exactement que le monde découvrait avec stupeur ces fameux drapeaux noirs et ces hommes armés à bord de 4x4. Le 9 juin 2014, les combattants de l'État islamique déferlaient sur 1/3 du territoire irakien. 1 an plus tard, 1 an après le début de l'offensive, eh bien, les clés de Bagdad et de Damas sont presque entre leurs mains. Décryptage après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Éléonore Veil. Restez avec nous. Et on est de retour sur le plateau du Morning. Climat, crise en Ukraine, terrorisme et dette grecque. C'est ce qui a agité les 7 puissances industrielles ces derniers jours. Le G7 réuni en Allemagne s'est clôturé hier soir. Le résumé signé Julia Galantia. Le G7 s'est montré inflexible avec la Russie au sujet de l'Ukraine. Poutine est exclu de la rencontre depuis l'annexion de la Crimée en mars 2014. La situation avait conduit à l'adoption de sanctions par les Américains et les pays de l'Union européenne. Des sanctions que les pays se sont dit prêts à renforcer si nécessaire. Ici, au sommet du G7, nous avons conclu que même en poursuivant une solution diplomatique, les sanctions contre la Russie resteront en vigueur tant qu'elle continuera d'enfreindre ses obligations comme convenu dans les accords de Minsk. Et si nécessaire, nous sommes prêts à imposer des sanctions supplémentaires. Autre dossier clé, la crise grecque et aucune progression ce week-end. Au contraire, la crise s'est accentuée entre le gouvernement grec et ses créanciers. La Grèce négocie depuis février avec la Commission européenne, le FMI et la Banque centrale européenne. Angela Merkel a lancé une mise en garde au gouvernement grec, les pressant d'agir. Les 3 institutions ont une position commune, c'est déjà un grand pas en avant. Et c'est désormais sur cette base que les discussions avancent, mais il faut dire qu'il n'y a plus beaucoup de temps et c'est le problème et il faut y travailler intensément. De l'économie au climat, il n'y a qu'un pas. À quelques mois de la conférence mondiale à Paris, les manifestants altermondialistes exigeaient un signal fort de la part des grandes puissances pour lutter contre le réchauffement de la planète. Les pays du G7 ont jugé nécessaire une diminution importante des émissions mondiales
de gaz à effet de serre et une décarbonisation de l'économie au cours de ce siècle. Il y aura une diminution de 40 à 70% des émissions de CO2 d'ici 2050. Et il a été ajouté avec la volonté d'être au plus haut de la fourchette. C'est un engagement qui lie tous les participants au G7. Au final, les progrès enregistrés à Elmo permettent d'espérer un accord solide à Paris en fin d'année. Le Japon et le Canada, dont le mix énergétique repose pour beaucoup sur le charbon, étaient nettement réticents. Mais du côté des ONG, les premières réactions sont plutôt positives. Greenpeace juge qu'Elmo a tenu ses promesses. Et bonjour à Christian Mallard, notre consultant pour les questions internationales. Merci d'être avec nous. Est-ce que, Christian, ces sommets servent réellement à quelque chose, sauf à produire de belles photos et de belles mises en scène devant les caméras du monde entier? On pense notamment à Angela Merkel et Barack Obama, qui se sont comportés comme les meilleurs amis du monde, après une période plus que tendue. Écoutez, moi je connais bien ces G7 ou même des G8 du temps où Poutine y participait, et je peux vous dire que je considère chaque fois que ce type de sommet, en effet, vous avez raison, ce sont des belles photos, ou soi-disant de famille, des belles photos de famille, avec une unité de façade et beaucoup de dissensions en coulisses. Et en effet, je pense que ça coûte beaucoup d'argent pour peu de résultats. Là-dessus, je suis assez catégorique. Et quand je vois la façon dont on a traité, par exemple, la lutte antiterroriste, je me dis quand même qu'il y a un terrible aveu d'impuissance de la part des Américains. Quand j'entends M. Obama qui dit qu'il n'a pas encore de stratégie arrêtée pour combattre Daesh et entraîner les troupes irakiennes dans les meilleures conditions, je me dis quand même, et vous faisiez allusion il y a quelques instants, ça fait 1 an que Daesh maintenant s'est installé dans la région, menace Bagdad, menace Damas, et je vois que les Occidentaux qui sont là, en train de se pavaner dans les belles contrées de Garden, Partenkirchen, dans les Alpes bavaroises, et je suis assez catastrophé de voir les résultats enregistrés. Alors, parmi, Christian, les nombreux thèmes qui ont été abordés, l'ombre de la dette grecque a plané, elle aussi, sur cette belle Bavière, comme vous dites. Est-ce qu'Angela Merkel en a profité pour réitérer sa perte de patience face à Athènes? Est-ce que la montre tourne pour les Grecs? Oui, la montre tourne pour les Grecs, et d'ailleurs Angela Merkel l'a redit une fois de plus, que là maintenant il s'agit d'une affaire de 3 semaines, qu'il faut que les Grecs aient réglé leurs problèmes de dette d'ici 3 semaines, parce que je pense qu'en effet, Mme Merkel, qui est quand même leader dans ce domaine dans l'économie européenne, perd patience. Et d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, on avait les propos de Mme Lagarde, la patronne du FMI, qui disait à un moment donné, qui faisait une allusion en disant qu'elle se ferait même peut-être à l'idée de voir les Grecs quitter l'Europe, quitter l'euro. Donc je pense qu'il y a encore un vrai problème grec que nous allons devoir suivre durant tout le mois de juin. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Christian, d'avoir été avec nous ce matin. Voilà, et on le disait, l'offensive de l'État islamique en Irak démarrait il y a 1 an, jour pour jour. Alors on va en reparler dans un instant, mais avant cela, une preuve de plus des dérives liées à l'avancée des djihadistes. Le dernier développement, le village de Chichoua en Irak aurait été libéré de Daesh grâce à l'héroïsme des milices chiites irakiennes. En réalité, ce village n'existe pas. L'information a été relayée sur Twitter et s'est donc avéré être un canular. Mathias Inbar. La guerre en Irak contre l'État islamique. Ces combats, ces morts, ces ruines, mais également ces blagues, que certains qualifieraient de mauvais goût. C'est l'histoire de 2 amis, Ahmad et Firas, 2 ex-irakiens chiites vivant à Londres. Pour faire face à leur ennui, ils décident d'inventer le nom d'un petit village à proximité de la ville sainte de Karbala en Irak. En arabe, Chichoua, littéralement en français, la baratte, cet ustensile qui sert à fabriquer du beurre. Les 2 compères inondent alors la toile de messages sur cette bataille héroïque livrée par les milices chiites et surtout la victoire face aux djihadistes de Daesh. Ils vont jusqu'à éditer des fausses cartes avec l'emplacement du village, ici, sur cette image, et ces noms de villes très évocateurs, pot de margarine, pot de yaourt et pot de beurre. Pire, ils détournent des débats sur la chaîne américaine CNN en inscrivant via Photoshop la question suivante: que devrions-nous faire à propos de Chichoua? Un canular qui fonctionne puisque 48 heures après sa publication, certains tweets d'Arabie Saoudite accusent Daesh d'avoir déserté Chichoua, une fausse info reprise dans la foulée par les milices chiites pro-irakiennes se vantant d'avoir repoussé victorieusement l'État islamique.
Alors de Barat à Baratin, il n'y a qu'un mot. La réalité, elle, est moins drôle. L'État islamique contrôle plus de 40% du territoire irakien. Voilà, c'était donc il y a un an, jour pour jour, le 9 juin 2014, l'organisation, alors baptisée État islamique en Irak et au Levant, lançait une offensive fulgurante pour s'emparer de la ville de Mossoul, deuxième ville d'Irak. Alors Cyril, premier anniversaire d'une organisation qui menace désormais la paix mondiale et est en train de redessiner totalement la carte du Moyen-Orient. Et s'il y a bien un homme, Barbara, qui s'apprête à souffler cette première bougie d'anniversaire, c'est cet homme, Abou Bakr al-Baghdadi, dit le calife Ibrahim. En un an à peine, ce quadragénaire, né en Irak, a su transformer une ex-filiale d'Al-Qaïda en un véritable État dans l'État, devrais-je dire, un État dans deux États, puisque, on l'a vu, l'État islamique s'étend donc entre la Syrie et l'Irak. Et moins d'un an après la prise de Mossoul, eh bien, l'État islamique en Irak et au Levant, l'acronyme donc Daesh en arabe, est rebaptisé Califat de l'État islamique. L'organisation a progressé de manière fulgurante, vous le voyez. Il contrôle un vaste territoire à cheval entre la Syrie et l'Irak. Aujourd'hui, l'État islamique, c'est la moitié du territoire syrien, une bonne partie de l'Irak. Et surtout, peut-être le plus important, c'est aussi le contrôle de la frontière entre ces deux pays. L'État islamique est en train de devenir ce qu'il a toujours prétendu être, c'est-à-dire un État avec son contrôle territorial, on vient de le voir, sa monnaie, ses impôts, sa justice, ses services aux collectivités locales, sa justice, ses écoles, ses hôpitaux, bref, un véritable État avec toutes les infrastructures reculées, d'autant plus que l'État islamique possède de vastes ressources financières. Je pense notamment, évidemment, aux gisements de pétrole et aux raffineries irakiennes. Et puis, la marque État islamique, Barbara, c'est aussi des succursales de l'État islamique dans le monde entier, avec 9 pays, notamment l'Égypte et le groupe Ansar Bet al-Maqdas, qui a prêté allégeance à l'État islamique, ou encore Boko Haram au Nigeria. Ouais, voilà. Et puis, on ne le répétera jamais assez, ce premier anniversaire, c'est aussi l'anniversaire de la barbarie. De la barbarie Et de la manipulation des réseaux sociaux, évidemment, parce que l'État islamique, c'est à peine 20 ou 30 000 combattants, mais l'organisation a très bien compris qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux faisaient aujourd'hui office de bataillon utilisé pour semer la terreur. Ils ont donné un sérieux coup de vieux à l'ancien label d'Al-Qaïda. Et puis, les djihadistes, on s'en rappelle, mettent en ligne les vidéos des décapitations, notamment celle du journaliste américain James Foley, des otages britanniques, japonais ou encore jordaniens qui ont connu le même sort. Voilà, et c'est là que le monde a décidé de se mobiliser après ces images atroces. Face à la barbarie, Barack Obama décide de lancer des frappes anti-État islamique en Irak, puis il constitue une coalition internationale avec ses alliés arabes. L'État islamique est mis en difficulté, on se souvient de Kobané en Syrie, grâce au Peshmerga, ou encore de Tikrit en Irak, ville de laquelle les islamistes sont chassés. Mais il y a aussi des succès, je pense notamment à Ramadi qui vient de tomber aux mains des djihadistes, ou encore à Palmyre en Syrie. Et puis pour finir, Cyril, près d'un an après les bombardements des forces alliées, cette fois, le I est toujours là, plus que jamais. Est-ce que vaincre militairement l'État islamique est possible? Oui, c'est sans doute possible, si tant est que les puissances occidentales décident de lancer une opération au sol, évidemment. Est-ce qu'ils en ont vraiment envie? Ça, c'est une autre question. Est-ce que ça ne va pas justement alimenter la victimisation de l'État islamique et rallier d'autres personnes à la cause de l'État islamique? Et puis, si en l'absence d'une alternative politique, en fait, il est très peu probable qu'une opération terrestre puisse marcher. C'est pour ça que l'État islamique devrait être encore faire partie, d'être un acteur incontournable du Proche-Orient dans les prochaines années, voire dans les prochaines décennies. Voilà pour ce constat. Merci Cyril. Feux d'artifice, concert de klaxons, les Kurdes de Turquie ont célébré en fanfare leur victoire. 2 jours après les élections législatives dans le pays, le parti kurde entre en force au Parlement avec 80 députés. Cette victoire brise aussi le rêve de majorité absolue du tout-puissant Erdogan qu'il détenait depuis 13 ans. Alors qui sont les Kurdes de Turquie et que va changer leur entrée au Parlement? Élément de réponse signé Elsa Mourgue. Il peut bien sourire, sa victoire est encore plus belle que celle promise par les sondages. L'avocate de 42 ans et dirigeant kurde, Selahattin Demirtas, a confirmé dimanche soir sa position de leader incontournable de la scène politique turque. Son parti, le Parti démocratique du peuple, HDP, a obtenu 13% des voix, raflant 80 sièges de députés, mettant fin ainsi à la majorité parlementaire du président Recep Tayyip Erdogan, qui essuie sa première défaite politique en 13 ans de règne sans partage.
Coups de feu et de klaxons, feux d'artifice et des chants jusque tard dans la nuit à Diyarbakir, surnommée la capitale kurde de Turquie. À l'annonce des résultats, la population kurde, qui représente 20% des Turcs, a laissé éclater sa joie. Mais tous les Kurdes ne sont pas aussi optimistes. En le privant de majorité parlementaire, le parti kurde a donc contraint Recep Tayyip Erdogan à former une coalition. Et son parti islamo-conservateur aurait tout intérêt à s'allier avec le parti nationaliste du MHP, arrivé 3e au scrutin. Une formation d'extrême droite qui s'est montrée clairement hostile à la reprise des négociations de paix entre le gouvernement turc et les formations kurdes qui réclament leur autonomie. Pendant la campagne, les principaux partis d'opposition avaient tous refusé la possibilité d'une alliance avec Erdogan, mais ce dernier a appelé dès ce lundi les partis d'opposition à prendre leurs responsabilités et à le rejoindre dans une coalition. Dans ce nouveau processus, il est d'une importance cruciale pour tous les partis politiques d'agir avec la sensibilité nécessaire et d'adopter une attitude responsable pour préserver l'atmosphère de stabilité et de confiance ainsi que nos acquis démocratiques. Le président a 45 jours pour former un gouvernement. S'il n'y arrive pas, il pourra alors convoquer de nouvelles élections. Emmanuel, peut-on parler de séisme politique en Turquie ? C'est une grosse surprise, c'est une grosse déception bien sûr pour Erdogan, qui espérait obtenir une majorité absolue, surtout pour changer la constitution. Il voulait en fait faire un changement constitutionnel pour transformer la présidence turque d'une présidence symbolique à une présidence à la française. Et ça, il ne peut plus le faire. Mais surtout, le parti qui lui a volé cette victoire, c'est un parti kurde, avec des revendications également nationales. On sait que c'est un dossier très sensible en Turquie, des volontés également indépendantistes, qui sont opposées par la majorité de la classe politique turque. Et donc il s'agit là effectivement, oui, je pense, d'un séisme politique. Alors très concrètement, que veut ce parti? Que va-t-il réaliser avec 80 députés au Parlement désormais? D'abord, il représente 20% de la population. Il est un peu la continuité du PKK qui a été la lutte armée contre le régime turc. Et je pense qu'aujourd'hui, il va essayer d'obtenir le maximum d'autonomie culturelle. Je ne pense pas qu'officiellement, ils veulent avoir un État kurde indépendant. Puisqu'ils luttent plus pour une autonomie qu'ils n'ont pas aujourd'hui, pour leurs droits culturels, etc., au sein de la Turquie, plus de droits également civiques. Mais il n'est pas sûr qu'ils arrivent à l'obtenir, puisque comme on l'a vu dans votre reportage, c'est une arme à double tranchant. C'est-à-dire que si le nouveau gouvernement est formé avec d'autres formations politiques, eh bien, ils seront dans l'opposition. Donc il n'est pas sûr du tout qu'ils parviennent à faire avancer leur agenda. Alors on l'a dit, Erdogan a perdu pour la première fois en 13 ans sa majorité absolue au Parlement. Comment vous expliquez ce premier raté électoral finalement du président, du tout-puissant président qui avait transformé ce scrutin en référendum sur sa politique et sur sa personne? Eh bien, je pense que justement ça s'est retourné contre lui parce que de plus en plus de Kurdes commencent à s'inquiéter de sa dérive autoritaire, de sa lutte contre les journalistes, contre les libertés individuelles. Et cette dérive autoritaire, finalement, s'est retournée contre lui. Vous savez, transformer des élections en référendum lorsqu'on était au pouvoir depuis plus de 10 ans, si même De Gaulle avait perdu son référendum en 69, alors il faut faire très attention avec ce genre de tactique. Et Erdogan en Turquie, cette dérive, alors même que l'économie aujourd'hui n'est pas aussi bien qu'elle ne l'était il y a quelques années, que sa politique étrangère également inquiète beaucoup de Turcs, je pense que ça s'est retourné contre lui, il en a payé le prix, ce qui est une bonne chose pour la Turquie parce qu'il y avait là une dérive inquiétante. Il est important que cette dérive ait été limitée par l'électorat turc. Voilà, victoire pour les défenseurs des libertés dans le pays. Merci beaucoup Emmanuel Navon. On se quitte pour un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Éléonore Veil et on se retrouve tout de suite après. Restez avec nous. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, on poursuit cette édition par 3 infos. En bref, c'est tout en images et c'est signé Ariane Ménage. Un énorme ballon d'hélium dans le ciel d'Hawaï. C'est en fait la dernière opération de la NSA. L'idée, tester un parachute supersonique qui pourrait faciliter de futurs atterrissages de vaisseaux transportant des hommes sur Mars.
Apple lance un nouveau service de musique en streaming, un service qui comprendra aussi une station de radio avec des milliers de chansons, un service qui ressemblera aux plateformes Spotify ou Deezer, mais Tim Cook le promet, ce service incroyable est le prochain chapitre pour la musique. 9e édition de la Tomatina, toutes générations confondues ont participé dimanche au festival colombien. Une bataille géante, 8000 personnes et 15 tonnes de tomates. Un festival né d'abord en Espagne, puis exporté en Colombie. Et on parle diplomatie à présent, en pleine polémique sur le boycott visant Israël. Eh bien, une étude américaine vient de montrer ce que pourrait coûter ce boycott à Israël, alors qu'un accord de paix avec les Palestiniens aurait des retombées économiques positives de part et d'autre. Elie Oceanberg avec Joseph Emmanuel. Si les considérations morales, diplomatiques ou culturelles n'étaient pas suffisantes pour justifier la résolution du conflit israélo-palestinien, une nouvelle étude propose une bonne raison de faire la paix. Gagner des milliards de dollars. D'après une étude du laboratoire d'idées Rand Corporation, un accord de paix injecterait 123 milliards de dollars dans l'économie israélienne dans les 10 premières années. Les Palestiniens de leur côté bénéficieraient d'une rentrée d'environ 50 milliards de dollars. En termes de revenus mensuels par habitant, les Palestiniens jouiraient donc d'une augmentation de 36%, soit 1000 dollars, contre 5% pour les Israéliens, représentant 2200 dollars par mois et par habitant. Ce rapport analyse 5 différents scénarios envisageables. La solution à 2 États, un retrait unilatéral coordonné, un retrait unilatéral non coordonné, une résistance non violente, enfin une révolte violente. Et le résultat est sans équivoque. Les bénéfices économiques varient sensiblement en fonction du niveau de coopération des deux camps. Prenons le cas d'une révolte sanglante. D'ici 2024, le PIB par habitant chuterait de 46% côté palestinien contre 10% en Israël. Un manque à gagner d'environ 250 milliards de dollars pour Israël. Autre cas de figure, un retrait israélien de Cisjordanie. Si une telle entreprise se fait en coopération avec les Palestiniens et la communauté internationale, les effets sur l'économie israélienne seraient quasi nuls. En revanche, les Palestiniens gagneraient environ 8 milliards de dollars en une décennie. Un retrait non coordonné coûterait donc 20 milliards de dollars à Israël, résultat des frais de relogement des citoyens évacués. Une résistance non violente, notamment par le biais de pressions économiques internationales et d'appels au boycott, coûterait à Israël 80 milliards de dollars. De leur côté, les Palestiniens perdraient 12 milliards de dollars. Une évidence sort donc de ce rapport. Les deux parties ont intérêt à faire la paix. Diplomatie, toujours, cette décision qui déçoit les Israéliens. La Cour suprême américaine a tranché. Jérusalem n'est pas reconnue comme capitale d'Israël. Une position réaffirmée, cette fois, par le statut accordé aux Américains nés dans la capitale israélienne. Myriam, c'est au départ l'histoire, le combat d'une famille. Oui, effectivement, et un combat qui dure depuis 12 ans, celui de la famille Jabotifovski, Menachem Binyamin. C'est le combat de cette famille pour inscrire leur fils, qui était né donc à Jérusalem, et qu'il puisse inscrire au-delà de Jérusalem sur son passeport américain, eh bien, la petite annotation à côté Israël. Et c'est monté ce combat jusqu'à la Cour suprême, un combat d'une famille qui a été soutenue par de nombreuses ONG pro-israéliennes et assez indirectement également par le ministère des Affaires étrangères israélienne qui à plusieurs reprises a lancé des communiqués concernant cette affaire. Eh bien, le combat a été tranché finalement par la Cour suprême américaine, rien que moins que cela, avec 6 juges qui se sont prononcés donc contre cette inscription Israël à côté de Jérusalem. Pourquoi ? Eh bien, il ne s'agit certainement pas d'un positionnement diplomatique de la Cour suprême américaine, mais ici d'une position juridique qui affirmait que ce genre de décision devait être tranché uniquement par le président américain. Une famille qui ce matin s'est réveillée, dit-elle, extrêmement déçue, mais qui n'a plus de recours juridique aujourd'hui. Et c'est donc une victoire pour Barack Obama qui maintient ainsi toutes ses prérogatives. Effectivement, c'est avant tout une victoire pour l'institution présidentielle aux États-Unis, notamment face aux deux chambres et essentiellement face au Congrès. Barack Obama aujourd'hui a vu directement par la Cour suprême et sans rien avoir demandé son autorité réaffirmée. C'est une décision, il faut le préciser, qui date de 1793, de la Révolution française. À l'époque, eh
bien, les tribunaux américains avaient jugé que seul le président américain avait toute prérogative en matière de politique étrangère. Il s'agissait alors de recevoir l'ambassadeur des forces révolutionnaires françaises avec le président George Washington. Eh bien, la décision elle a été aujourd'hui confirmée par cette Cour suprême américaine, par ses juges, qu'ils soient démocrates, d'origine démocrate ou républicaine, qu'ils soient juifs, chrétiens ou protestants. La décision est sans appel. C'est un renforcement de l'institution présidentielle, beaucoup plus qu'une victoire politique. Voilà, mais c'est une affaire qui a quand même des conséquences politiques en Israël avec une nouvelle claque diplomatique de la part des États-Unis. Effectivement, au-delà de la séparation des pouvoirs qui a été réaffirmée, de l'autorité en matière de politique étrangère de Barack Obama, qui a été également réinscrite noir sur blanc par la Cour suprême, c'est sans aucun doute une claque diplomatique pour Israël et une remise en cause, sans aucun doute également, de la souveraineté israélienne sur Jérusalem. Une souveraineté qui est clamée haut et fort par Israël depuis 1967. Jérusalem réunifiée, c'est le grand credo de Binyamin Netanyahou, mais extrêmement décrié par la communauté internationale. Il l'est à nouveau par son plus fidèle allié, à savoir les États-Unis. Et puis surtout, un message très clair à l'intention de Binyamin Netanyahou qu'il va falloir appliquer tant dans le conflit israélo-palestinien que dans le dossier nucléaire iranien. Le soutien du Congrès ne suffit pas aux Israéliens. Le vrai décisionnaire en matière de politique étrangère, c'est le président. Le président aujourd'hui, c'est Barack Obama. Cela restera Barack Obama, l'unique et l'essentiel interlocuteur de Binyamin Netanyahou. Une leçon qui est assez difficile à avaler pour Binyamin Netanyahou. On se souvient de son discours très polémique au Congrès notamment et de ce dossier nucléaire iranien qui n'est toujours pas tranché. Et de la tension persistante entre les deux hommes. Merci beaucoup Myriam. Allez, on passe en revue à présent les journaux de la région, Cyril, et on démarre par les journaux israéliens qui reviennent largement sur cette affaire. Très largement, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas non plus les trottoirs de Paris, de Magny ou d'Alger pour apprendre à marcher. Vous connaissez la chanson, hein, Myriam et Barbara. Et Menachem Zivotofsky, lui, ne la connaît peut-être pas, c'est un garçon de 12 ans, vous venez de le dire, Myriam, il est né en 2002 à Jérusalem. Manifestement, il est donc né quelque part, oui, mais Jérusalem, ça se trouve où, Barbara? Est-ce qu'on est né en Israël quand on est né à Jérusalem? Eh bien, les parents de Menachem voulaient voir la mention Israël figurer sur le passeport de leur enfant, mais les juges de la Cour suprême américaine en ont décidé autrement. Seul le président, vous l'avez dit, est capable, a les prérogatives pour imposer ou pour reconnaître la souveraineté d'un pays sur Jérusalem. Et les États-Unis, vous le savez, eh bien, respectent, comme la plupart des pays d'ailleurs, la stricte neutralité sur ce contentieux autour de Jérusalem qui oppose depuis 40 ans bientôt Israéliens et Palestiniens, ce qui agace, Barbara, profondément nos confrères du Israélium, le journal proche du pouvoir. Jérusalem, nous dit le Israélium, est la capitale d'Israël, tout comme Washington est la capitale des États-Unis. Jérusalem a toujours été et restera la capitale éternelle d'Israël. Voilà le titre d'Israélium avec son fond rouge. Allez, pour poursuivre, direction la Turquie. Cyril, on le disait, hein, pour continuer à gouverner, eh bien, le parti d'Erdogan va devoir apprendre à partager le pouvoir. Et oui, après l'érosion de l'AKP, les Turcs n'ont plus que le mot coalition à la bouche. Voilà ce qu'écrit ce matin en une le quotidien turc Hurriyet, Ankara, qui spécule ce matin sur les différents scénarios possibles au lendemain du scrutin. Et si Erdogan en est le principal perdant de ce scrutin, eh bien, celles qui en sont les grandes gagnantes, ce sont les femmes. Le quotidien Hurriyet a fait les comptes et le nouveau Parlement comptera pas moins de 97 femmes sur les bancs, soit plus que dans le Parlement sortant puisqu'elles n'étaient que 79. Voilà donc un record dans ce pays ultra conservateur et dans ce pays où le président a récemment déclaré, c'était il y a 6 mois, eh bien que l'égalité entre les hommes et les femmes était, je cite, contre nature. Voilà, et puis à Jérusalem, on l'a dit en début d'émission, Nicolas Sarkozy en visite s'en est pris au boycott d'Israël, mais également à la diplomatie française et à Laurent Fabius. Oui, même si je dois reconnaître que ça ne fait pas les gros titres ce matin de la presse israélienne. Alors très rapidement, le chef des Républicains a effectivement, et c'est l'énergie qu'il souligne, jugé inadmissible le boycott d'Israël avant de s'en prendre à la diplomatie française. Le projet de résolution, et ça n'a pas échappé à nos confrères du quotidien palestinien Al-Quds, le projet de résolution français à l'ONU, qui vise, vous le savez, à relancer le processus de paix entre Israéliens et Palestiniens, serait une erreur, selon l'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy. Allez, on ferme cette revue, Cyril, avec cette nouvelle victoire contre les disparités sur le lieu de travail. Ah oui, avec une réelle avancée en matière des droits de l'homme. Marina Michel est un transgenre, elle était prof de maths avant d'être licenciée pour avoir refusé tout simplement de s'engager à ne pas dévoiler son identité de genre.
à ses élèves ni ses préférences sexuelles. Eh bien, le tribunal du travail israélien a tranché. Il ne saurait y avoir de discrimination sur le lieu de travail pour les transgenres. La loi sur l'égalité d'accès à l'emploi doit être élargie aux personnes qui ont choisi de changer de sexe. Voilà donc le verdict de la justice israélienne, une décision sans précédent, Barbara, à quelques jours seulement de la Gay Pride qui doit se dérouler donc ce vendredi à Tel Aviv. Exactement, merci beaucoup Cyril. Un chiffre à présent, 53 000 migrants ont fui l'Afrique pour entrer en Israël ces 10 dernières années. Le pays est tenu d'accueillir ces réfugiés, placés notamment dans ce centre de rétention de Cholot, en plein désert du Negev, un no man's land qui parfois s'anime grâce à la musique. David Combin et Han Schneck se sont rendus sur place. C'est l'histoire d'une errance tragique. Par milliers des Érythréens, des Soudanais fuient la terreur, la misère et la guerre. En Libye, certains tombent dans les mailles de Daesh. En Italie, ils s'échouent sur les côtes siciliennes. Et en France, ils se voient forcés à camper sous le métro parisien. En Israël, l'arrivée des demandeurs d'asile de Soudan et d'Érythrée remonte à bien plus longtemps. Selon l'ONU, on estime à 53 000 le nombre de réfugiés et de demandeurs d'asile. Mais voilà que depuis plus d'1 an et demi, plusieurs milliers d'entre eux sont envoyés au centre de rétention de Cholot, en plein désert du Negev, laissés là, désemparés. Heureusement, une visite tout en musique va leur remonter un peu le moral. Notre périple commence à Tel Aviv. Rendez-vous dans cette ruelle du sud de la ville. C'est là que nous rencontrons le Houdna Afrobeat Orchestra. Comme d'habitude, ces jeunes musiciens se retrouvent devant un bar, le Houdna, leur quartier général. Aujourd'hui, ils ont rassemblé leurs énergies positives pour la bonne cause. Soutenir les demandeurs d'asile érythréens et soudanais retenus au centre de rétention de Cholot. Ils embarquent à bord de ce bus pour un voyage de 150 km. Direction le désert du Negev, à quelques encablures de la frontière égyptienne. Nous voici arrivés au centre de rétention, géré par les services pénitentiaires. Ce centre n'est pas une prison. Pourtant, les retenus sont libres de rentrer et sortir seulement entre 10h du matin et 10h du soir. Et la centaine d'euros mensuels alloués par le gouvernement ne leur permet pas de se rendre travailler à la ville. Résultat, ils sont abandonnés à eux-mêmes, l'ennui étant leur plus grand ennemi. L'état d'esprit est très difficile ici. Les gens sont enfermés ici pour la plupart depuis 1 an et 3 mois ou 4 mois. Comme je vous l'ai dit, ce sont des gens qui auparavant ont gagné leur vie. Certains étaient des leaders dans leur communauté. C'est pour casser cette routine que les membres du Houdna Afrobeat Orchestra ont fait la route, histoire d'égayer le quotidien en somme. Aujourd'hui, ils se produisent aux côtés d'un groupe local, les Dream Boys. Une amitié liée lors de leur précédent passage. La dernière fois que l'on s'est rendu ici, s'est forgé un lien très intéressant avec ce groupe local qui habite ici, dans ce centre, les Dream Boys. De façon très spontanée, ils se sont joints et ont chanté avec nous. Donc cette fois-ci, nous voulions leur offrir une scène un peu plus organisée pour voir ce qui se passerait. Ces jeunes Soudanais sont heureux de la visite et en profitent pour témoigner de leur quotidien difficile dans le désert, à l'image de leur soliste qui croupit à Cholot depuis 15 mois. On vit dans le désert. Vous savez, la vie est si misérable ici. Et on ne sait pas quand il y aura des solutions. On ne sait même pas ce qui va nous arriver par la suite. La liberté, c'est tout pour moi. Freedom is everything. Les instruments de musique étant interdits dans l'enceinte du centre de rétention, le slam ou le spoken word en anglais reste le seul moyen pour se rescaper du génocide de Darfour de crier sa détresse. Je ne suis pas un politicien, je suis un musicien, je suis un chanteur. Mais j'essaie de faire passer mon message au reste du monde. Ce qui m'arrive est le genre de choses qu'ils me font vivre ici dans ce centre de rétention, ou même pourquoi suis-je là ? Il aura suffi de quelques accords pour réchauffer le cœur de ces retenus. En fait, plus que la musique, c'est la visite d'amis venus tout spécialement de Tel Aviv qui leur remonte un peu le moral. J'aime ça de voir les gens ici, des gens qui viennent car ils m'apprécient, qui viennent voir ma situation, ici me dire bonjour, comment allez-vous ? Vous me demandez quels sont mes rêves. Et ça, c'est très bon pour moi. J'aime tous les gens qui viennent me voir aujourd'hui ici. Il est déjà temps de prendre le chemin du retour et on se quitte le cœur gros en laissant ses nouveaux amis dans leur désertique routine.
Mais une promesse est faite, faire venir les Dream Boys pour chanter à Tel Aviv à l'occasion d'un match retour. L'espoir est là. À suivre dans le morning, une question. Les vélos électriques sont-ils dangereux pour les piétons? La police israélienne tente de faire face à des accidents en cascade et propose désormais d'instaurer le permis de conduire à ces jeunes qui roulent à toute vitesse. On en parle juste après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Eleanor Veil. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. Allez, on parle mode et politique. Alors que le boycott d'Israël annoncé par Orange a provoqué, vous le savez, une levée de boucliers dans le pays, eh bien un créateur de renom a décidé de prendre le contre-pied. Renzo Rosso, à la tête de Diesel, est venu en Israël soutenir la paix et aussi un petit peu son business. Reportage Solal Awizeral et Ranchnek. Pourquoi le pape italien du jean se rend-il en Israël en période de boycott? La campagne BDS fait rage, et même pour un self-made man, le climat semble peu favorable au business. Et pourtant, Renzo Rosso prouve le contraire. Accompagné de l'état-major de son groupe, il passe 3 jours en Israël et le fait savoir. Après la traditionnelle visite au mur des lamentations, et avant le lancement officiel d'une boutique à Tel Aviv, c'est au centre Pérez pour la paix qu'il s'est rendu. Objectif ? Rencontrer l'illustre Shimon Peres, Nobel de la paix en 1993. C'est un grand honneur pour moi d'être là aujourd'hui parce que j'apprécie Shimon Peres et son histoire. Je l'admire tellement. J'espère que notre conversation sera intéressante. Je viens en Israël car c'est un beau pays, très prometteur. Les Israéliens sont vraiment des êtres spéciaux, toujours capables de résoudre des problèmes. Combien pu se dire les deux hommes pendant l'heure qu'ils ont passé ensemble dans ce cube dédié à la paix au fin fond de Jaffa? On ne le saura pas. Mais Renzo Rosso en est sorti optimiste. Incroyable de partager l'expérience de Shimon Peres. Cet homme a voyagé partout et a rencontré les plus grands de ce monde, y compris les très religieux. Avec un homme politique d'une telle envergure, on peut construire un monde merveilleux pour demain. Et ce monde meilleur, le boss italien y croit sincèrement. Pacifiste, il propose de participer au changement. Je le ferai grâce à mon excellent rapport aux médias. En s'exprimant de la bonne façon médiatiquement, nous pouvons tous apporter pour la paix. Je vis en paix et j'espère sincèrement qu'Israéliens et Palestiniens pourront trouver les chemins de la paix. Et il sait de quoi il parle. Récemment, Renzo Rosso a montré l'exemple. Propriétaire de Maison Margiela, il a choisi de donner une seconde chance au très controversé John Galliano, l'ex-directeur artistique de Dior, déchu de la planète fashion et condamné pour ses propos antisémites. Il va changer le monde, puisqu'il a beaucoup souffert de ses propos. L'avoir de nouveau dans le monde de la mode est très important et je suis fier de travailler avec lui. Nous faisons de belles choses ensemble. Cette visite très symbolique en Israël s'est conclue, comme il se doit dans la mode, avec une grande fête en plein cœur de Tel Aviv. Au programme, l'inauguration d'une boutique et la rétrospective sur les 20 ans de la marque. Vidéos de défilés, jeans exposés, pubs, cocktails, paillettes et buffets avec en prime la célèbre DJ Ninette Tayeb à la guitare. Dans l'ombre de son boss, le très discret Nicolas Formichetti, nouveau directeur artistique du groupe, célèbre pour avoir conçu la robe en viande de Lady Gaga. Devant un parterre de stars israéliennes, Renzo Rosso a souri, pris la pause quelques instants, puis a disparu. Peut-être pour changer le monde. Un joli pied de nez au BDS. Voilà, c'est un reportage signé par les équipes du Culturma que vous retrouverez juste après le morning. Allez, on parle d'une tendance à présent, Rudy, avec vous, le cinéma d'immersion ou comment recycler des films cultes. Oui, parce qu'il y a des films comme par exemple Le Parrain, Star Wars ou encore Retour vers le futur qui sont une véritable Madeleine de Proust pour toute une génération de trentenaires. Mais alors justement, 20 ou 30 ans après la sortie, on les a vus et revus. Et comment faire fructifier cette communauté de fans,
de par le monde, qui est généralement une communauté de fans CSP+, urbain, et bien en créant des événements autour de la énième projection de ces classiques des films des années 70-80. Alors première expérience, c'est ce qu'on appelle le cinéma en immersion, c'est-à-dire de vous mettre dans l'ambiance du film pour le regarder. La société Secret Cinema à Londres s'est spécialisée dans ce domaine. Elle a déjà construit, vous le voyez, le décor de Retour vers le futur, c'est la place de l'Hôtel de Ville. Ça a attiré, c'est une sorte de festival qui a attiré 65 000 personnes. Alors, et la voiture. Et la voiture, et pendant plusieurs jours, les fans ont pu déambuler. C'est génial. Voilà. Ça, c'était à Londres l'été dernier. Les fans ont pu déambuler à l'intérieur de leur film préféré et évidemment, en fin de festival, voir le film sur le fameux Hôtel de Ville. Alors, cette société va bientôt récidiver cet été avec la même expérience pour les fans de Star Wars dans un lieu encore tenu secret, et ce sera à Londres. Mais alors, en matière de projection immersive, il y a beaucoup mieux. Le 30 mai dernier, les Parisiens ont par exemple pu regarder le film La vie aquatique sur des bouées à la piscine Pontoise dans le 15e. Ils l'ont donc regardé, comme vous le voyez, dans ces conditions. Mais c'est très drôle. Vous devez sortir de la tout fripée quand même. Hein. Oui, on tient 2 heures dans l'eau. Mais j'ai mieux. Alors le must en matière de cinéma d'immersion, ce n'est pas de regarder le morning plongé dans une tasse de café géante, mais c'est de regarder les dents de la mer sur un lac infesté de requins. Oh mon Dieu. Et avec en guest star un requin qui va venir perturber un petit peu la projection. Regardez la bande-annonce de cet événement. Quelle horreur. You knew there was a shark out there, but you let people go swimming anyway. Quelle angoisse! Le requin, il sera vrai? Bien sûr, non, pas du tout. C'est un happening organisé. C'est Rudy qui va faire le requin en fait. La société Rolling Roadshow, donc c'est au Texas. Alors ce genre d'initiative se développe, mais la tradition en fait de mélanger spectacle dans la salle et spectacle sur l'écran n'est pas nouvelle. Elle date d'une 30aine d'années. Ça a été lancé par le Rocky Horror Picture Show. C'est un film de série B d'horreur, et il y a une tradition qui est née depuis 30 ans. C'est-à-dire que quand on projette le film, il y a et à la fois du spectacle devant l'écran, mais même les gens viennent déguisés dans la salle. C'est une tradition qui est assez underground. Dernière tendance, c'est les films en musique, ciné-concert. C'est ça. Alors ça, c'est aussi une manière de redécouvrir un film qu'on connaît bien. C'est à travers sa musique. Ça s'appelle le ciné-concert. Alors le principe est simple. Vous gardez les dialogues, vous enlevez la musique, et un orchestre symphonique se charge de jouer la musique en direct alors que vous êtes en train de regarder le film. Ça sera le cas le 18 juillet à Jérusalem pour tous les fans du Parrain qui pourront regarder le Parrain en plein air, et avec l'orchestre de Jérusalem qui va jouer la bande originale en direct. Et ce week-end, pour les fans de Retour vers le futur, c'est-à-dire moi aussi. Voilà. Donc on pourra... heureusement qu'il restera moi pour bosser. Vous pourrez profiter au Palais des Congrès d'un ciné-concert Retour vers le futur. Regardez et vous allez en prendre plein les oreilles. Les trentenaires nostalgiques. Ça donne envie. Ça donne envie. Merci beaucoup, Rudy. Allez, on en vient à cette question qui intéresse sans doute beaucoup de parents. Les vélos électriques sont-ils dangereux pour les piétons? La police israélienne tente de faire face en ce moment à des accidents en cascade et propose même d'instaurer le permis de conduire à ces jeunes qui roulent à toute vitesse et d'instaurer un âge minimum fixé à 16 ans. C'est désormais au Parlement israélien, à la Knesset, de trancher. Betsabé, vous nous en dites plus. Et oui, c'est un vélo assassin. Voilà comment est vu le vélo électrique par la police
police israélienne. Et pour cause, une série de blessures graves ont été provoquées par des vélos qui allaient beaucoup trop vite, des accidents aussi entre des trottinettes électriques et des voitures. Et sachez que les victimes, eh bien, ce ne sont pas forcément les piétons, ce sont en fait surtout les cyclistes eux-mêmes, puisque, regardez, 90% des personnes hospitalisées sont ces cyclistes, des blessés qui, pour un quart d'entre eux, sont âgés de 10 à 14 ans, très jeunes donc, avec, regardez, nombre des victimes des vélos électriques. En 2012, vous aviez 14 personnes blessées. En 2014, l'année dernière, 248 personnes blessées. Donc, les causes, eh bien, vous avez l'âge des conducteurs qui sont trop jeunes, le non-respect de la signalisation, n'est-ce pas, Rudy? Et puis, bien sûr, vous avez l'explosion. Voilà, donc, parlez à votre fils. Et bien sûr, l'explosion des ventes de vélos électriques qui, bien sûr, vont trop vite, etc. Alors, du coup, la police demande, eh bien, l'immatriculation carrément de ces vélos à moteur, la délivrance d'un permis de conduire à partir de 16 ans. Donc avant 16 ans, c'est mort, pas de vélo électrique. Et puis l'assurance de ce vélo au risque que, bien sûr, ces ventes chutent. Sans compter qu'à Beersheva, capitale du Negev, alors là, la ville a déjà annoncé l'adoption d'un décret municipal qui aura pour objet d'interdire les trottinettes électriques et les vélos électriques, non seulement dans les parcs et les jardins, mais aussi sur les trottoirs. Bref, là où les passants et les conducteurs eux-mêmes pourraient être mis en danger. Voilà, d'autant que c'est de plus en plus dangereux parce que ces fameux vélos électriques sont de plus en plus performants. Et oui, ils roulent maintenant, ils peuvent rouler jusqu'à 45 km/h, même si en moyenne c'est plutôt 25 km/h. Alors pour peu que vous pédaliez encore un peu plus dessus et que vous soyez dans une pente, ça va quand même jusqu'à 30 facilement. Et il n'y a pas qu'en Israël d'ailleurs qu'on se plaint de ces bolides. En Hexagone, dans l'Hexagone par exemple, en France, l'association de pieds de roue affirme qu'il rentre dans la catégorie des vélomoteurs et scooters de moins de 50 cm3. Là encore, on demande qu'il soit immatriculé, assuré comme un scooter et que le cycliste devrait rouler sur la route avec un casque homologué. D'ailleurs, en France, c'est interdit de rouler sur un trottoir, seulement sur des pistes cyclables. Allez, on va poser la question à une spécialiste. Merci Betsabé. Bonjour Chantal Perrichon, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes présidente de la Ligue contre la violence routière. Alors, est-ce que vous êtes pour ces permis de conduire pour les vélos électriques ? Alors, il ne faut pas s'attendre malgré tout à un miracle concernant le permis de conduire pour les vélos électriques. Tout simplement, cela ne va pas forcément créer un changement de comportement, car il y a une très grande différence entre la connaissance et puis l'adaptation d'un comportement par rapport à cette connaissance. Cela voudrait dire à terme que finalement, il faudrait peut-être aller vers le permis à points. Regardez ce qu'il en est des voitures, les gens apprennent à conduire, ce qui ne les empêche pas de s'affranchir des règles dès qu'ils le peuvent. Donc effectivement, il y a un danger maintenant avec ces engins de déplacement individuel électrique qui posent énormément de problèmes, car il y a une remontée du nombre des accidents et il va falloir prendre des mesures. Alors il faut bien évidemment... Oui. Pardon. Quelle mesure pour vous serait la solution pour éviter ces accidents ? Alors, on pourrait imaginer que les pistes cyclables, eh bien, elles soient ouvertes à ces engins électriques de déplacement personnel, étant entendu qu'il faut bien évidemment informer les conducteurs de ces engins du fait qu'ils ne sont pas seuls sur la route et ils partagent un espace, notamment avec des gens qui sont plus vulnérables. Donc là, il y a un énorme travail à faire parce qu'on voit une explosion de ces engins qui sont achetés de plus en plus fréquemment et malgré tout, ils mettent en danger la vie de ceux qui sont les plus fragiles sur nos routes. Ce sont effectivement les gens, les seniors et puis les enfants, bien sûr. Merci beaucoup Chantal Perrichon. Allez, on finit par toute autre chose. C'est une drôle de manif. Elle est baptisée la Slut Walk, littéralement traduit marche des salopes. Une marche pour dénoncer les violences sexuelles faites aux femmes. Elle a eu lieu à Jérusalem ce vendredi. Regardez. 4e Slut Walk à Jérusalem cette année. Dans le centre-ville, plusieurs centaines de manifestants ont défilé. Des militants court vêtus qui s'insurgent contre le viol et le blâme de ses victimes. Des jeunes gens se sont promenés dans la ville pour proclamer que les femmes doivent être en mesure de porter ce qu'elles veulent sans être harcelées sexuellement. Des slogans tels que « blâme le violeur »,« quand elle dit non, cela signifie non »,« mon corps est à moi » et « les femmes exigent la sécurité dans les rues » ont été brandis. La première manifestation de ce genre a eu lieu à Toronto en avril 2011, en réponse à un officier de police qui avait suggéré que les femmes devraient éviter de s'habiller comme des salopes pour éviter d'être violées. Depuis, des slut walks ont eu lieu à travers le monde entier.
Le but de l'événement s'est élargi. Aujourd'hui, tous les types d'agressions sexuelles et de harcèlement y sont dénoncés. En Israël, des slutwalks n'ont pas lieu qu'à Jérusalem, mais aussi à Tel Aviv, Haïfa et Beersheva. Partout, les femmes s'élèvent contre les violences qui leur sont faites. Ça commence par du harcèlement de la part du conducteur pendant un simple trajet de bus, tous les jours, et ça finit dans nos maisons où nous sommes violées et réduites au silence. Ça arrive même dans les plus hautes sphères de l'État. De très jeunes filles victimes de harcèlement et des femmes plus âgées qui souhaitent s'habiller comme elles le désirent sans être jugées par les hommes étaient de la partie. Beaucoup d'hommes étaient également venus montrer leur solidarité avec la gente féminine. Des manifestants homosexuels et des militants de la cause LGBT, estimant que leur lutte est liée à la cause féministe, se sont joints au cortège. La slutwalk n'a pas causé autant de remous que prévu. Les manifestants étaient protégés par la police et la marche a eu lieu sans incident notable. Pourtant, à un moment donné, un homme s'est levé d'une table de café et a traité les manifestants d'ordures et de malades. Un épisode qui s'était déjà produit à Tel Aviv l'année dernière dans une moindre mesure. Pourquoi est-ce qu'elle doit défiler toute nue? Quel est l'intérêt? Qu'elle veuille manifester, d'accord, elle peut exprimer ses opinions d'une manière démocratique, mais pas comme ça. Rendez-vous donc l'année prochaine pour cet événement qui devient presque une tradition en Israël. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Merci Betsabé, merci mon petit chat. Et merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve dès demain. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Vous retrouvez tout de suite Éléonore Veil pour un nouveau point sur l'actu. Portez-vous bien.